Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, dans Akweli, nous sommes avec Issa Abdou, l'ancien vice-président du département en charge du social. Bonjour. Bonjour Kalatoumi Abdelhadi, bonjour Natacha, bonjour Frati Youssouf Saïd, et salut chaleureux à tous les Maoraises, à toutes les Maoraises et à tous les Maorais nombreux qui nous N'oublions écoutent ce pas les matin. Maoris aussi qui nous écoutent. Tout à fait. Plus que jamais, on a besoin, j'ai envie de dire, de votre regard sur cette délinquance qui avait été, vous qui avez été en charge du social au département. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le département est à la hauteur des enjeux à Mayotte? Peut-être même avant de répondre à cette question, faire un constat et un propos liminaire sur la Bérésina. Les mots sont justes concernant l'opération Île Morte, dont on a vu les symptômes hier à la mairie de Mamoudzou avec ce rendu des assises de la sécurité, que on ne se trompe pas en disant que c'était un échec. Vous aurez remarqué qu'il y a eu l'absence du procureur, absence du président du département et absence du maire de Mamoudzou qui pourtant a fait l'invitation. Et donc on a constaté, comme vous, que le président de l'association des maires avait appelé à cette opération Île Morte avec une porte d'entrée qui, pour moi, n'est pas la bonne, la fermeture des écoles. Je pense qu'il Il aurait fallait. fallu faire quoi? Est-ce que cette décision ne démontre pas qu'aujourd'hui, finalement, les élus sont au pied du mur et que tout le monde, on ne sait pas quoi faire et peut-être que c'est une manière d'attirer l'attention? Naturellement qu'il fallait cet électrochoc. Nous partageons la- l'exaspération et ce côté, il fallait réagir, il fallait faire quelque chose absolument. On s'inscrit parfaitement dans cette ligne-là. Mais c'est Napoléon qui disait, nous sommes en 1808, que euh, la masse granite que constituent les institutions, au premier rang desquelles il y a l'école, il fallait pas toucher à l'école parce que, au fond, c'est donner raison aux voyous. C'est condamner nos enfants. Je pense que c'était Mais pas la bonne l'école porte d'entrée, est mais il déjà fallait. touchée aujourd'hui, Sabdou. Quand on voit le nombre de droits de retrait exercés par les transporteurs, quand on voit le nombre de droits de retrait exercés par les enseignants, l'école est pleinement touchée aujourd'hui à C'est pour Mayotte. ça qu'il fallait pas en rajouter. Il y avait peut-être d'autres voies et moyens de faire pour faire entendre la voix de Mayotte à Paris. Et puis, est-ce que le constat n'est-il pas connu de tous? Je pense que c'était pas la bonne porte d'entrée. Mais il fallait créer cet électrochoc, mais encore fallait-il, de mon point de vue, aboutir à quelque chose qui tienne sur la durée, pas où on voit bien qu'il y a eu une forme de débandade au bout de 3 jours, donc on peut faire ce constat d'échec, hélas. Pour le reste, et pour répondre à votre question, je pense que le département a un rôle importantissime à jouer. Le département, c'est quand même la question de la parentalité, c'est la question de l'insertion, c'est la question de la prévention. J'entendais le préfet qui l'indiquait à juste titre, et c'est ce que le département doit s'évertuer à faire. Au-delà même, par-delà même et avant même de réclamer Quand vous étiez là, vous aviez fait quoi, hein? C'est, justement pour la prévention, pour peut-être identifier ces jeunes en errance? la prévention spécialisée, les lieux de vie et d'accueil, les maisons d'enfants à caractère social, les lieux, le milieu d'activité à milieu ouvert. Ce n'est pas assez, mais ce sont des mesures inédites que nous avons mises en place avec une idée simple, avec une boussole toute simple, c'est faire en sorte que nous sortions ces enfants-là de rue, parce que ce faisant, on enlève de la rue des potentiels coupeurs de route et des gens qui vont caillasser nos maisons. Ça n'est pas assez, mais il faut aller plus loin. J'ajoute juste une chose, que la question de la parentalité, parce que l'éducation, ce sont les parents avant, d'abord et avant tout, et si ça allait de soi, ça serait. Je précise qu'à Niambadaou, que je connais trop bien, ce qui s'est passé récemment, juste inacceptable, et ces enfants-là sont connus de tous. Souvent, on est dans le déni, on dit ce sont les enfants des autres. Là, pour le coup, ce sont des enfants de Mayotte, nos enfants, qui sont connus de tous. Eh bien, une fois qu'on a fait ce recensement, une fois qu'on a identifié les parents, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la chaîne. Et l'éducation à la parentalité, les actions liées à la parentalité que nous avons faites à travers des actions des associations comme CEMEA ou l'UDAF, eh bien, c'est une nécessité absolue. Et ça relève du département. Certains aujourd'hui s'interrogent sur l'efficacité des subventions versées aux différentes associations justement qui sont censées prendre en charge ces enfants en errance et
Ils disent même il n'y a pas de contrôle ni d'exigence de résultats. Je pense que c'est d'abord les subventions, nous les avons demandées et obtenues. Ça n'était pas acquis d'avance. Et puis, c'est une nécessité. Évidemment qu'on peut faire mieux. Évidemment qu'il faut, ça reste perfectible. Mais l'idée, ça part d'une bonne intention, c'est de faire en sorte que ces associations-là aient les moyens de enlever ces enfants-là de la rue. J'ai indiqué tout à l'heure les mesures que nous avons mises en place. Évidemment qu'il faut contrôler. Il y a, je vous Et il y a rappelle, eu des contrôles? Quand, vous étiez là, est-ce qu'on contrôlait justement le travail de ces associations? Est-ce qu'on exigeait un certain nombre de résultats par rapport à une commune donnée ou par rapport à un dépa à Ma au Grand Mamoudzou, par exemple, ou non? vous pensez une seule seconde qu'on signe une convention avec l'État de millions d'euros et qu'il y ait des comités de suivi réguliers et qu'à un moment donné, on ne demande pas des comptes. Personne n'y croit. J'ajoute juste une chose, les conventions, là aussi, les appels à projets, dans le cahier des charges, il est indiqué que les associations doivent rendre de comptes. Ben oui, c'est ce qu'on faisait, peut-être pas assez, peut-être qu'on le faisait pas savoir, mais je précise aussi qu'il y a un service, je le dis parce qu'il y a eu un débat qu'on a entendu ces derniers temps, il y a un service contrôle et tarification qui existe au conseil départemental dans la direction de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, les contrôles se font. Peut-être pas assez, il faut aller plus loin, naturellement. Peut-être aussi par manque de moyens humains, mais évidemment que ça se faisait, c'était la moindre des choses. Pour vous, aujourd'hui, ces associations, parce que j'insiste là-dessus parce que ça avait été parmi les discussions et les points qui ont été abordés lors de ces discussions des élus, il y a cette question. Aujourd'hui, il faut plus contrôler, il faudrait une exigence de résultats de ces associations. Vous pensez qu'aujourd'hui, elles sont efficaces? En tout cas, il fallait le faire. Autant que faire se peut, je pense que on n'a pas tout essayé. C'était le devoir du département de le faire. Il faut sans doute aller plus loin, il faut sans doute donner plus de moyens, mais vous avez raison, il faut plus de contrôle. Euh, de quoi s'agit-il? Les associations, ce sont une prise en charge, ce sont de milieux éducatifs, et c'est d'ailleurs ce que nous réclamons et qui a été applaudi lorsque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, l'a annoncé, faisant écho à ce qu'avait dit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'agissant du centre éducatif fermé. Mais c'est exactement ce que nous faisions. Les lieux de vie et d'accueil, les MEX, les maisons d'enfants à caractère social, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une prise en charge de ces enfants-là, une alternative à la prison, pour que ces enfants-là, on leur donne un espoir via un projet éducatif. Efficace parce que, quand on discute avec les travailleurs sociaux, eux-mêmes, racontent que ça ne se passe pas si bien que ça à l'intérieur. Bah, déjà par rapport aux associations financées à coût de millions et de millions, bah, les salaires ne tombent pas forcément tous les mois pour certaines associations. C'est la preuve qu'il faut aller plus loin. Et voyez la contradiction. À la fois, on dit qu'il ne faut pas le faire parce qu'on ne voit pas le résultat, et à la fois, vous avez ces témoignages-là. Il fallait le faire. Mais il faut aller plus loin. Il faut ce centre éducatif fermé que j'indiquais tout à l'heure. Mais ça, c'est le volet lié strictement, j'allais dire, au département qui doit jouer sa partition, encore une fois. Parce que on n'a pas beaucoup entendu le département. On renvoie tout à l'État et on reviendra s'agissant de la mission régalienne parce que c'est vrai que la première porte d'entrée reste quand même l'État, s'agissant de la question de l'insécurité, mais dans la chaîne, le maillon que constitue le département a un rôle importantissime, c'est ce qu'on vient d'indiquer. J'ajoute que, évidemment, que le tissu associatif, c'est pas la panacée. Je pense qu'on peut imaginer, nous avons fait avec les moyens que nous avions à l'époque, mais on peut imaginer qu'il y a un GIP partant du principe que l'associatif a montré ses limites. On peut aller plus loin, imaginer un GIP par exemple avec la question d'insertion qui permette de prendre en charge de cette jeunesse, ça ne sera pas de trop. L'autre point que j'aurais voulu aborder avec vous, c'est sur, les naissances, plus 16% de naissances l'année dernière. Le planning familial, c'est une compétence du département et aujourd'hui, on a clairement l'impression que le département, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, depuis votre époque aussi, c'était pareil. Depuis les années 90 avec la campagne 1, 2, 3 BASS, il n'y a plus eu de campagne de limitation de naissance. C'est un élément, et je vous remercie de faire la transition au fond, parce que les naissances, presque 11 000, on a dépassé les 10 000 naissances de l'année dernière, avec 70% de ces naissances-là qui sont le fait d'une maman comorienne. Ce sont les chiffres et les faits.
ça nous oblige à réagir et à orienter la politique publique en conséquence. Ça n'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. On voit bien les limites de l'exercice. Et donc, et pour faire écho au sujet précédent, il faut qu'on aille plus loin dans la limitation des naissances. Et 1, 2, 3 basses, je ne suis pas sûr que ça soit adapté à une population étrangère, en tout cas aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est le droit du sol. Il faut l'interdire. Et c'est un élément Vous là croyez que aussi ça changera quelque chose à quelqu'un qui, concrètement, aujourd'hui, on a la famine en juin, une femme enceinte qui meurt de faim en juin, même si on lui dit aujourd'hui qu'elle n'aura pas le droit du sol à Mayotte, vous pensez que ça va l'empêcher de venir de prendre le Kwassa et de venir accoucher à Mayotte? En tout cas, ça diminuera, partant du principe qu'on vient accoucher pour avoir la nationalité française, eh bien, ne serait-ce que pour ça, ça diminuera le flux de ce côté-là. J'ajoute que l'amende Matani, dont il faut saluer l'existence, qui prend sa source dans la loi Asile-Immigration, a été testée, si j'ose dire, et heureusement, parce que je pense qu'il n'y aurait pas cet amendement, eh bien, il y aurait plus de On a naissances l'amendement que Tani et cela. justement, on constate une augmentation des naissances. Et je regarde juste ces chiffres. On a vous avez dit tout à l'heure que les Comoriennes étaient à 70%, mais on a les Malgaches. Avant, les chiffres étaient un peu plus basses. Maintenant, on est à 23% de mères malgaches qui viennent accoucher également à Mayotte. Ça montre bien que malgré tout, ça n'est pas si efficace que ça. Moi, je fais l'analyse inverse. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu cet amendement Matani et les mesures qui ont été prises, eh bien, la situation serait pire. Et pourquoi le Et donc, département ne mène pas une campagne beaucoup plus offensive pour une limitation des naissances? C'est une augmentation toute relative, sans laquelle la situation aurait été beaucoup plus catastrophique. Pourquoi Mais on file le bébé à l'État, j'ai envie de dire, du coup, pourquoi le département ne mène pas une campagne plus offensive? Parce qu'on voit maintenant ces panneaux 4x3, mais évidemment que ça ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Tout à fait, et faut poser la question à ceux qui sont dans l'exercice du pouvoir, parce que la PMI, vous avez raison, c'est une... Mais quand vous étiez là, vous ne l'aviez pas fait non plus. Ah, tout à fait. La question liée à la planification des naissances, c'est une action très forte que nous avons mise en place. La PMI fait le suivi des grossesses et elle a un rôle à jouer que nous avons exercé beaucoup. Mais il faut aller plus loin. Il faut que, au-delà de ce qui a été mis en place, au-delà des bases qui ont été posées, parce que la PMI a été moribonde, nous l'avons ressuscité, si j'ose dire. Maintenant, il faut aller plus loin. Il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'ai envie qu'on aborde cette question sur l'appel de Fort-de-France, cet appel lancé par les présidents des régions ultrapériphériques depuis Fort-de-France pour une plus grande prise en compte des différences des Outre-mer. Est-ce que Mayotte a eu raison de s'associer à cet appel? Oui, mais il faut être précis. L'appel de Fort-de-France, c'est, vous avez raison, différenciation, responsabilisation. On a même évoqué l'article 73, le sacro-saint article lié à notre départementalisation. On aurait dû, à ce moment-là, aller plus loin et s'émouvoir que on évoque Mayotte dans cette différenciation-là, pardon. Et d'ailleurs, le président de la République, le 7 septembre dernier, lorsqu'il a organisé ce dîner à l'Élysée, a saisi la balle au bond pour dire que Mayotte était une situation particulière. Je dis, attention, il faut être vigilant parce que il ne faut pas laisser ce sentiment que nous voulons une situation particulière et donc toucher à notre départementalisation, à ce combat d'une vie. Et il faut, et ça c'est l'une des vertus de la suite de cet appel de Fort-de-France, c'est que le président de la République a laissé entrouverte une fenêtre de tir qui consiste à faire une feuille de route et un calendrier précis à l'avenir pour que on bosse sur ces sujets. Et l'occasion est belle pour que l'on présente une loi programmation Mayotte pour que justement la question liée à l'insécurité, qui est une mission régalienne, on ne l'a pas dit suffisamment tout à l'heure, eh bien on saisisse l'occasion pour dire tout ce que nous voulons sur ce territoire. Et si vous le permettez, rapidement, je vais vous dire ce qui doit absolument figurer dans cette feuille de route et dans cette loi programmation, s'agissant de ce volet en tout cas. Je pense, comme je l'indiquais tout à l'heure, qu'il faut qu'il y ait interdiction du droit du sol à Mayotte, il faut qu'il y ait un contrôle accru de nos frontières, mais une fois qu'on a contrôlé, eh bien, il faut qu'on intercepte les Kwassa
Et puis, il faut en finir avec les séjours territorialisés. Il Ce qu'on faut... connaît déjà, mais moi je voulais savoir, est-ce que vous êtes Non, mais d'accord qu'on connaît un amendement comme l'amendement Virapoulet à Mayotte pour qu'on ne touche pas au statut de Mayotte? c'est ce que je propose dans cette loi de programmation. En tout cas, il faut vraiment qu'on s'y abstinente, qu'on se mette au boulot pour remonter ses besoins, qu'on travaille. C'est ça que nous devons faire. Et dans le corpus de ce texte, avec un préalable qui consistera à dire que Mayotte est française et définitivement qu'on ne touche pas l'article 73. Et ça doit être vraiment le préalable avant les autres mesures liées à la sécurité, liées à la vie chère et aussi à l'alignement des droits sociaux qui sont là aussi importantissimes pour ce territoire. Merci C'est beaucoup, moi, Issa Abdou, c'est d'avoir moi. été l'invité de Zakweli ce vendredi.